Et à tous. Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode sur Il était une fois un cœur brisé du podcast Autopsie littéraire. Pour ceux qui ont fait une trop grosse pause entre les deux parties, on en était à la conversation entre Jack et Evangeline où elle le confronte à propos d'Apollon et ils ont une petite aparté également à propos de Marisol. Je ne veux pas trop en dire au cas où vous n'ayez pas écouté la première partie, mais si c'est pas le cas, je vous renvoie vraiment vers la première partie. Voilà, bon épisode, profitez bien. Du coup, là, c'était en fait quand Jack la met en garde, c'est parce que elle est au château et elle veut, je sais plus pour quelle raison, parler à Jack. Du coup, elle s'échappe du château en passant par. Ah oui, pour le confronter vis-à-vis d'Apollon. Oui, c'est ça. Oui, pour qu'il lui avoue que c'était bien lui qui a fait. Enfin, en fait, toute cette discussion, elle se passe avec Jack dans le carrosse. Ouais. Quand elle le rejoint pour avoir des explications, en fait. Et à ce moment-là, ils vont se promener du coup en carrosse et donc ils discutent jusqu'au moment où le carrosse s'arrête et où il lui dit voilà, on est arrivé à destination, c'est parti pour Le deuxième baiser. voilà. Et on voit ce qu'a donné le premier. Voilà, donc là elle se dit oh merde. Merde. Là, on a une très jolie description sur les différents châteaux. Oui, justement, je l'ai noté aussi. Voilà, où elle dit donc c'est le début du chapitre 27 où il est marqué: la mère d'Évangéline lui avait dit un jour qu'on trouvait 5 types de châteaux différents dans le nord: le château fort, le château ensorcelé, le château hanté, le château en ruine et le château de conte de fées. Évangéline ne les avait pas encore tous croisés, mais elle pensait immédiatement au château de conte de fées en sortant de la calèche de Jack, au pied du magnifique édifice. Donc là, ça m'a donné pareil, ça donne une aura hyper forte, je trouve, d'écrire. Elle décrit pas le château, mais elle dit château de conte de fées. On s'imagine tous un truc qui, en fait, nous parle à chacun et rend le Grand Nord encore plus Spectaculaire. Ouais, encore plus spectaculaire. Et je trouve que le fait de pas faire une description qui soit hyper. Il y avait des tourelles, elles étaient roses, elles étaient comme ci, elles étaient comme ça. Ça fait qu'en fait, chaque lecteur voit le château de conte de fées comme il le veut. Après, tu vois, elle dit des petits trucs, genre elle dit les briques violettes, étincelantes, couronnées de toits bleus, à pignons et percées de fenêtres roses, baignées dans une lumière dorée. Enfin, en fait, mais je suis d'accord avec toi qu'en même temps, elle le décrit, mais ça reste assez flou pour que tu puisses. Ouais, pour que tu puisses avoir la forme que tu veux. Enfin, ça personnalise un peu plus et je trouve que ça renforce le côté très magique du Grand Nord magnifique parce que les descriptions des bâtiments et des trucs, à part quelques points précis où c'est beaucoup plus décrit, elles sont quand même. Il y a beaucoup de trucs d'impression, quoi. Qui fait que tu t'imagines ce que tu veux et que ça rend le truc encore plus personnalisable. Enfin, je pense que si on avait du talent, on dit pas qu'on en a, mais si on dessinait chacune avec Siloé le Grand Nord magnifique, je pense qu'on le dessinerait pas du tout pareil. Puis je sais pas si c'est. Je crois qu'elle le décrit que c'est quelque chose aussi de. Que c'est un pays froid. Où t'as l'impression en fait qu'il est figé dans la glace, que tout doit être très blanc et du coup ça fait quelque chose d'étincelant et ça rajoute aussi à la magie quoi. Oui, mais en même temps les lumières qu'elle décrit elles sont toujours très chaudes, donc t'as un peu ce contraste là. Enfin moi vraiment il y a des moments j'avais l'impression qu'on me parlait d'une espèce de forêt verdoyante avec de la lumière qui passe au travers alors qu'à aucun moment on me parlait d'arbres ou de quoi que ce soit, c'est juste typiquement l'impression que ça donne quoi. La première soirée où tu vois l'arbre phénix, un arbre avec des feuilles d'or, tu t'imagines tout de suite dans une clairière avec plein de lumière, genre comme en automne ou au printemps, tu vois, genre un truc hyper lumineux, pas du tout un truc avec de la neige partout quoi. Et pourtant quand t'arrives au Grand Nord, t'as plutôt l'impression que c'est très blanc et très brillant quoi. Ouais, mais je trouve que les descriptions elles sont hyper bien gérées dans ce livre sur parce que autant les vêtements t'as pas trop de place à l'imagination, ils sont plutôt bien détaillés, mais toujours très luxueux. Et il y a beaucoup de trucs d'impression. Genre, c'est qui évoquait ou qui faisait penser à. Et du coup, ça fait vraiment travailler l'imagination, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bref, ce château avait l'air sublime. Voilà. Mais pas aussi sublime que la personne qui vit dedans. Qui est la dame Fortuna, enfin la grand-mère Fortuna. Qui est donc une des grandes maisons. Ouais, une des grandes maisons qui ont fait beaucoup d'argent avec des eaux
Des eaux aromatiques fantastiques. Qui, pour le moment, on sait pas trop ce qu'elles ont d'extraordinaire, ces eaux-là. Mais visiblement, tout le monde en boit et tout le monde... Sachant qu'au début, quand elle se promène dans le pays, enfin dans les rues, elle tombe sur une boutique justement des eaux aromatiques Fortuna. Et en fait, elle en entend pas mal parler depuis le début qu'elle est arrivée dans le Grand Nord. Et du coup, elle se demande vraiment qu'est-ce que c'est que ces Qu'est-ce eaux. que c'est que Quoi. ce truc? Mais ça a l'air d'être un huge thing, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est archi in, tout le monde en boit. Comme le pumpkin spice latte en automne, hein. Vraiment, voilà. faut le goûter. Et donc, Jack lui demande d'embrasser la matriarche. Alors, non pas sur la bouche, mais sur la joue. Hein, Ou sur la main, ouais. Mais grosso modo, il faut qu'elle puisse embrasser Madame Fortuna. Tabitha Fortuna. Ah oui. On sait pas trop pourquoi, en fait, au début. Pourquoi Non. on est là, qu'est-ce qui se passe. Elle a l'air assez... Enfin, pas très contente de les voir, quoi, Madame Fortuna. Elle est pas très très emballée par le concept, surtout le concept d'Évangéline, ça lui plaît pas du tout. Parce que Évangeline est fiancée au prince auquel était destinée, auquel une des concurrentes était sa petite fille. C'est ça. Donc on se dit que c'est vraiment de la jalousie, quoi. Oui. Mais en même temps un peu violent, parce qu'elle lui dit quand même, en gros, si je peux te tuer, je le ferai. ça me pose pas de problème, quoi. Ce qui est toujours très agréable à entendre, hein, vraiment. Du coup, elle l'embrasse sur la main, je crois. Oui, je sais plus. Sur la main, sur la joue, ouais. Bon, en tout cas, elle l'embrasse. Et là, le comportement de la dame change complètement. Elle devient beaucoup plus sympa. Elle lui parle de plein de trucs, elle lui montre la maison. Enfin, vraiment... Hyper convivial. Hyper convivial. Et donc là, on se dit, forcément, il y a la magie de Jack qui rentre en jeu. Enfin, là, c'est assez obvious. Surtout que derrière, il nous a avoué qu'il avait contrôlé Apollon. Donc on se dit, elle, ça doit être de même. Ouais. Puis là, Évangeline, elle le sait, quoi. Enfin, ouais. Et Jack demande vraiment à voir le coffre de Fortuna. Et on sent bien qu'il veut voler un truc dedans. Fait qu'il y a un truc qui l'intéresse. Ouais, qu'il y a un truc qui l'intéresse. Moi, je me suis dit qu'il voulait voler un truc dedans. Oui. Mais on sait pas ce que c'est. Et surtout, il se sert vraiment d'Évangéline pour arriver à ses fins. Il se fait manipuler. Il demande la première fois à Tabitha ouais. d'aller lui ouvrir le coffre et elle lui dit non. Enfin, tu sens que ça la titille et qu'elle résiste en fait au sortilège. Et du coup, Jack lui dit... dit à Évangeline, bon, faut que ce soit toi qui lui demande en gros, parce que moi, elle va pas vouloir. Donc, Évangeline lui demande, et à contre-cœur, elle va lui montrer là où il y a le coffre. Et donc, en fait, il s'avère que en arrivant dans la pièce, c'est pas un coffre, mais en fait, c'est une arche, encore une fois. Et là, on apprend l'histoire des arches des grandes maisons. Est-ce que tu veux nous en parler, Siloé? Oui, alors, tu me diras si j'oublie des choses, mais... en fait, Évangeline pose des questions parce que déjà on arrive et on voit que Jack est assez surpris de voir une arche et du coup Tabitha Fortuna lui explique qu'elle n'est pas censée être là, cette arche-là, et qu'en fait les Valor étaient les premiers dirigeants de ce pays, qu'ils étaient qu'ils avaient beaucoup de pouvoir, beaucoup de magie qu'on ne connaît pas encore, mais voilà. On sait qu'ils étaient très puissants et en fait ils ont créé un certain nombre d'arches pour se déplacer ou pour faire des choses. Pour cacher des lieux. Pour cacher des lieux. Et en fait, il paraîtrait qu'ils sont devenus tellement puissants qu'il a été décidé de les tuer, en fait, les Valor, et de faire disparaître les différentes arches. Donc il en reste très peu. Et donc celle de Dame Fortuna n'est pas censée exister encore. Non, oui, exactement. Elle est censée avoir disparu avec les autres. Mais les Fortuna gardent cette arche parce que ça leur sert de coffre fort. Voilà. Parce qu'on ne peut passer les arches que si la personne qui en est propriétaire est d'accord pour ouvrir pour l'ouvrir, quoi. Pour l'ouvrir. Donc on apprend à ce moment-là qu'il y a une arche qui s'appelle l'Arche de Valorie. L'Arche de Valorie, qui a été créée par les Valor, du coup, et qui est censée renfermer... un trésor ou une chose très forte en puissance magique et qui du coup a été détruite a priori. Ouais, par les grandes maisons. On apprend le début d'une prophétie qui nous dit que... Ça on l'apprend après. Non, on apprend le début là, c'est elle qui lui dit. Mais elle lui dit quand ils sont dans le coffre-fort et qu'elle commence à perdre le pouvoir. Ah oui. Et elle lui dit, parce que avant, quand elle arrive devant l'arche, elle lui dit donc, la Dame Fortuna lui dit que seule elle peut ouvrir l'arche, et donc elle donne son sang,
et elle ouvre l'arche en disant enfin ouvre-toi, je sais pas quoi, laisse passer moi et mes amis, truc comme ça, et elle rentre. Et en fait quand Évangéline passe l'arche lui murmure toi aussi tu aurais pu m'ouvrir. Ah oui, c'est vrai. Et du coup là donc encore une fois l'arche lui parle et elle commence à se dire c'est quand même bizarre quoi. Oui, là ça commence à faire beaucoup quand même. Voilà. Une fois qu'elles sont dans le coffre-fort, on voit que Jack cherche un truc, qu'il pose des questions, que Évangéline essaye d'en savoir plus, mais il trouve pas trop ce qu'il veut en fait. Enfin, on n'arrive pas à savoir ce qu'il veut et c'est quand même à un moment il lui dit j'aimerais voir les gemmes. Oui. Et donc Évangéline demande à Dame Fortuna de voir les gemmes et elle lui répond. Là, elle switch. Ouais, il y a le pouvoir qui commence à perdre de son effet. Et du coup, elle lui dit non et elle lui dit que. Enfin, elle lui révèle cette partie de la prophétie. Où elle lui dit je te reconnais. C'est toi qui vas ouvrir l'Arche des Valories. L'Arche des Valories, parce que tu as la tête couronnée d'or rose. D'or rose. Et elle lui dit deux choses. Elle lui dit la tête couronnée d'or rose, une paysanne devenue princesse avec la tête couronnée d'or rose. Et du coup, ça a pas du tout l'air de plaire à Dame Fortuna qui veut absolument pas qu'on ouvre l'Arche de Valories. Et elle devient particulièrement agressive et c'est là que. Enfin, Jack décide de l'assommer. Ouais, Jack décide de l'assommer, ouais. Donc on sait pas où Jack voulait en venir en fait. Non, pas du tout. Et là, elles sont obligées de sortir parce que clairement le pouvoir ne fait plus effet, quoi. Voilà. Du coup, Évangéline repart au palais et décide d'aller visiter la bibliothèque pour en savoir plus sur les Valor. Mais malheureusement, dans toute la bibliothèque qui a l'air vraiment immense, un vrai bonheur pour les lecteurs, et le seul endroit où il y a des livres sur les Valor, il est fermé à clé par une porte dans la bibliothèque qu'on ne peut pas ouvrir. Oui, et par une porte qui est en fait une arche avec des têtes de loups, enfin des sculptures de loups dessus. Ouais. Et là, je me suis dit, pourquoi elle n'essaie pas d'ouvrir la porte ? Parce que visiblement, on lui dit, toi aussi tu peux m'ouvrir, pourquoi n'essaies-tu pas d'ouvrir la porte ? Parce qu'elle a pas capté encore. Ouais, elle est un peu nunuche quand même, hein. Bon, elle a pas les infos qu'elle cherche, et donc elle va se tourner vers Apollon en disant, lui, vu qu'il est sous l'emprise du sortilège, au moins, il va me répondre. Ouais, il va me répondre. Et donc c'est là que Apollon lui apprend les 2 versions sur les Valor. Une version dans laquelle les Valor auraient créé un monstre tellement puissant qu'ils pouvaient plus le contrôler. Et pour éviter de tout détruire, ils l'ont enfermé dans l'arche. Et ensuite, ils se sont fait tuer, enfin décapiter. Ouais. Et donc je crois que c'est dans cette première version où l'arche, elle est détruite en plusieurs morceaux et qu'il y a des gens qui sont là pour une espèce de secte qui protège l'arche, je sais plus comment ils les appellent, pour pas qu'elle soit réassemblée plus tard. Et que personne ne l'ouvre jamais. Voilà. Et la deuxième version, il me semble, c'est que en fait, les Valor ont créé, ont utilisé l'arche comme coffre-fort, un peu comme les Fortuna, et qu'ils ont enfermé tous les objets les plus magiques et les plus précieux qu'ils avaient, et qu'ils ont disparu, je crois, en même temps que l'arche. De manière un peu inexpliquée. Voilà. Dans tous les cas, on se dit, faudrait pas que Jack y mette la main dessus, parce que soit c'est un monstre effroyable qui va tuer tout le monde, soit c'est des objets ultra puissants, on a peut-être pas très envie de les donner à Jack. Ouais, dans tous les cas, tu sens qu'il y a un truc pas ouf qui est enfermé à l'intérieur, quoi. Ouais. Enfin, un truc qui est pas censé trop sortir, quoi. Et là, je me suis dit, franchement, donc il y a encore une fois tout un tas de comportements de Apollon qui est assez... Enfin, on sent qu'il est méga in love, quoi. Et je me suis dit, c'est quand même hyper dur pour Évangéline de savoir que le gars, il lui donne autant d'amour, mais en fait, il est pas lui-même, et c'est pas son... Enfin, c'est vraiment l'effet d'un sortilège, et je me suis dit, c'est quand même super triste pour elle, enfin... Moi, ça me rendrait trop triste de savoir que c'est pas vrai, parce que t'as très envie de te rattacher quand même à tout ça, quoi. Bah, c'est à ce moment-là, justement, dans la chambre où il lui propose de rester avec elle pour la nuit et qu'elle a très envie de dire non parce qu'elle sait que c'est pas sain, mais qu'en fait, elle en peut tellement plus de pas avoir l'amour dont elle rêve que du coup, elle va dire oui, quoi. Ouais, et du coup, ils passent la nuit ensemble, juste à faire un câlin, et enfin, franchement, ça m'a fait vachement de la peine pour elle, quoi. Je me suis dit, c'est trop triste. Elle sait que c'était potentiellement la dernière fois. Elle a trop d'espoir de dire, ok, mais une fois qu'on sera mariés, peut-être qu'on pourra travailler dessus et tout. En même temps, on se dit, il va la détester. Enfin, il va se sentir hyper manipulé. Ça m'a fait trop de peine pour elle. Ouais. Donc, le lendemain matin, c'est le jour du mariage. Voilà.
Et j'ai noté que quand même, elle a un château en glace. Vraiment, c'est le château construit en glace pour son mariage, qui est quand même assez stylé comme lieu de réception, on va pas se mentir. Et des pâtisseries au goût de chance et d'amour. Voilà, quand je vous dis qu'il y a des descriptions qui laissent place à l'imagination, je sais pas ce que ça vous évoque, mais enfin moi je trouve ça assez stylé, j'aimerais bien avoir ça pour mon mariage. Ça donne envie quoi. Ouais. Au milieu du mariage, elle fait la connaissance du petit frère. Ouais, de son Tibère. beau-frère, Tibère, Voilà. qui a pas l'air... Pas heureux d'être là. Mais pas genre pas heureux, je fais la gueule dans mon coin, non. Genre pas heureux, je ramène mon épée et ça va pas bien se passer. Ouais. À deux doigts d'en découdre quoi. Clairement. Évangéline arrive à les calmer. Enfin au début ils sont vraiment en mode on va se foutre sur la gueule. Ouais, surtout Apollon, Enfin, en fait, Tibère arrive avec ses grosses bottes en mode je vais tous vous éclater, et Apollon il sort direct son épée, c'est son frère, mais il en a rien à foutre, il est prêt à le couper en deux quoi. Enfin, on a rien qui va. C'est très agressif comme affaire. Du coup, Évangéline est en mode bon, calmez-vous, ça va bien se passer. Et ils finissent par accepter de se calmer. Et Apollon monte, je crois que c'est à ce moment-là qu'il monte dans la suite nuptiale. Enfin, il lui dit rejoins-moi, vas-y, on va pas passer la soirée avec les invités, ils sont bien mignons, mais moi je veux passer ma soirée avec toi. Voilà. Et du coup, il faut absolument qu'elle aille parler à Jack. Bah ouais, qu'elle aille pour le comprendre. trouver. Parce que là, on a l'impression que le sort, il a clairement pas, il a pas été levé, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, elle lui dit bah vas-y, pars d'abord, moi je vais. Enfin, j'arrive quoi, en gros. Je te rejoins. Voilà. Et donc, sachant qu'en plus, il y a un truc, c'est que dans la cérémonie, il y a des lapins ou des renards. Des renards, je Des crois. renards, ouais. Des renards blancs, un peu comme des nuages, comme des fantômes, ils disent. Oui. Qui se baladent un peu partout dans la salle, qui survolent la salle et qui en fait, si on les attrape, on peut leur demander un souhait. Ouais, un vœu, je crois, ouais. Et en fait, quand elle retrouve Jack, elle le retrouve avec un lapin qui lui colle au basque littéralement. Un renard, pardon, qui lui colle au basque littéralement. Et il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Donc, Oui. encore une fois, on est là en mode toujours les renards. C'est ça. Et il y a un truc, c'est que du coup, Évangéline se fout de sa gueule. Et elle lui dit, je sais plus, tu veux que je lui donne un nom pour toi et que je l'appelle Princesse des Peluches. Et là, je me suis dit, c'est très gamin comme. Tu vois ? Ouais, Enfin, enfant. c'est hyper drôle, mais genre, c'est enfantin, tu vois. C'est hyper enfantin, ouais. Genre, en fait, ça m'a un peu saoulée parce que du coup, là, t'as vraiment l'impression de lire un livre pour ado, quoi. Quand elle l'appelle Princesse des Peluches. Genre, Ouais, Princesse des Peluches, t'as l'impression qu'elle est un peu nunuche. ouais, grave. Et elle en fait, C'est ridicule, quoi. C'est ça, il y a des moments où t'es vraiment en mode. C'est plus profond que ça en a l'air, et des fois t'es vraiment en mode. Mais Princesse des Peluches, Ouais, sérieusement! non, c'est abusé. Enfin, t'aurais pu trouver quelque chose d'autre, quoi. Genre, je sais pas, t'aurais pu l'appeler Petit Renard, par exemple. Tu vois, ça aurait été vachement Ouais. plus approprié. Je sais pas si j'aurais trouvé beaucoup mieux. Bah, je sais pas, mais après, c'est plus un reflet du livre en lui-même, parce que Oui. Jack l'appelle tout le temps Petit Renard. Oui, c'est ça. Ouais, mais donc là, c'est vraiment Petit Renard qui lui colle au basque. Ouais. Vraiment, merci pour la mise en abîme. Hein. Voilà, elle parle avec Jack et. Qui lui dit qu'elle a plus qu'à embrasser Apollon, et c'est ça qui lui il rendra. il lui remet du sang sur les lèvres et il lui dit va l'embrasser, c'est bon, le sort sera levé. Donc, elle arrive dans la suite nuptiale. Et vraiment, le mec ne perd pas de temps parce qu'il est déjà torse nu. Badigeonné d'huile. Vraiment, on sent que. Enfin, on sait ce qu'il a envie de faire. Hein. Et du coup, il faut qu'elle l'embrasse avant l'aube, sinon le sort restera en place. Voilà. Bah là, elle est très stressée Mm. parce que le mec l'attend à moitié à poil sur le lit, donc forcément elle est là en mode oulala. Oulala, en vrai, ce serait quand même un peu confortable, quoi, de rester dans cette illusion. Voilà, et puis oulala, je m'attendais pas trop, non. Enfin, un peu, mais pas trop à ça non plus. C'est un peu précipité quand même, on va pas se mytho, mais voilà. Pas rapide. Et du coup, elle boit un grand verre de vin pour se donner du courage. Qui a un goût dégueulasse, on Ouais, le dit. ouais. Vraiment qu'il a un goût un peu amer, enfin, il est pas bon. Et elle embrasse le prince. Voilà, elle se jette sur lui. Et là, il a une tête, il recule. Et là, on se dit merde, ça y est, il est plus sous le coup du sort. Ouais, Et il comprend que. il comprend qu'il s'est fait manipuler et du coup, c'est la fin, il va la dénoncer, elle va terminer au cachot. Pire que ça. Il devient, je sais plus de quelle couleur. Tout blanc. Tout blanc, ouais. Et il meurt. Et il s'écroule sur le lit. Et il meurt. Et j'étais vraiment en mode, oh là là. Et je me suis dit, mais ça y est, Jack il a piégé Évangéline pour tuer Apollon. Et c'était pour ça qu'elle voulait qu'il voulait qu'elle se marie avec lui. C'était pour le tuer sans. Sans que lui, il porte le chapeau. Exactement. Donc je me suis dit, oula, mais quelle sale petite peste, ce Jack, vraiment.
J'étais en mode, mais pardon, je suis hallucinée. Et donc Évangeline fond en sanglots, des larmes de crocodile, et elle hurle au gardien devant la porte de venir l'aider, Ouais. parce qu'Apollon est mort. Et elle pleure une mère, quoi. Vraiment une... Puis elle dit il est trop tôt pour pleurer, mais j'arrive pas à retenir mes larmes, quoi. Ouais, elle arrive pas à s'arrêter. Du coup, au début, les gardes, ils sont un peu... Enfin, il y en a un qui est un peu touché, quoi, par elle. Mais ils ont quand même des soupçons, parce que le mec est mort, enfin, le roi est mort, et c'est la new to be, enfin, la toute nouvelle reine qui était seule dans la chambre avec lui. Elle, on va pas se mentir, elle débarque quand même de nulle part, donc tout le monde a des soupçons sur elle. Voilà, ils se disent que, clairement, elle l'a tué, quoi. Donc elle finit au cachot. Elle finit, enchaînée sur une chaise, et il y a Jack qui arrive, et là on se rend compte que quand même, il a un grand pouvoir de suggestion, quoi, parce qu'il dit aux gardes de se barrer, et les gardes ils se barrent, mais il lui dit d'arrêter de pleurer, et elle arrive pas à arrêter de pleurer. Donc je me suis dit, est-ce que le pouvoir de suggestion ne marche pas sur Évangeline ? Est-ce qu'il se passe un truc ? Bah justement, lui ça le fait tilter aussi. Ouais. Il voit qu'elle répond pas à son pouvoir, et du coup il se dit, pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et puis là, du coup, ils commencent à discuter. Et puis elle l'insulte. Elle lui dit c'est ta faute, c'est toi qui l'as tué, machin et tout. Et il baisse les yeux pour la détacher. Et il voit une flaque à ses pieds. Et il lui dit, une grosse flaque. Et il lui dit mais c'est tes larmes ça ? Et elle lui dit bah oui, je pleure, je suis triste, mon mari il est mort. Et il lui dit non, mais là. Là, ça fait beaucoup de larmes quand même. C'est pas normal. Enfin, vraiment, pour faire une flaque, faut s'imaginer la quantité. Hein, Donc elle a perdu. Clairement, elle doit être genre Ouais. toute déshydratée là, comme une petite momie. Ah oui, j'ai quand même noté que les gardes ils vont un peu vite en besogne. Genre, elle est arrêtée pour le meurtre du prince. Et eux, ils font même pas un peu semblant, tu sais, ils pourraient la mettre dans une petite pièce, à part, enfermée en disant non, mais princesse, on va vous réconforter, blablabla, et faire un semblant d'enquête. Genre, Oui, je sais pas. Pour eux, c'est la première coupable, quoi. Y a pas de doute, c'est bon, quoi. Personne l'a vu faire, mais c'est sûr, c'est elle, quoi. Franchement, je les ai trouvées un peu rapides, quoi. Les enquêtes, elles sont expéditives dans ce pays. Là, Jack nous apprend qu'il n'a pas tué le prince, que genre ça n'aurait pas de sens pour lui, et qu'il est... Enfin, en fait, il a l'air hyper surpris de tout ça, un peu paniqué. Ouais, tu sens qu'il perd le contrôle, là. Ouais, il perd un peu le contrôle. Il l'amène voir une autre fatalité. Parce que là, elle a été empoisonnée par une fatalité, et que c'est sûrement ce qui a tué Apollon. Et donc là, il l'emmène et il arrive quelque part, et elle a les yeux fermés parce qu'en fait, elle pleure tellement qu'elle a les yeux collés. Ah oui, Ouais. parce qu'il fait froid, et du coup, elle a les yeux gelés par le froid. Et donc, elle entend une voix qu'elle reconnaît, mais elle sait pas dire qui c'est. Et mais c'est une... donc c'est une voix de femme, et qui, du coup, va lui préparer l'antidote au poison qu'elle a ingurgité. Voilà. Et elle dit à Jack de bien la serrer dans ses bras parce qu'il faut la réchauffer, et qu'en plus, elle a plus d'énergie, et donc faut... Enfin... En fait, elle a besoin du contact humain Ouais, c'est ça. et d'amour pour réconforter, en fait, Son chagrin, quoi. son chagrin, ouais. Et donc c'est un peu à ce moment-là où en fait Jack la serre dans ses bras, et tu te demandes un peu, parce que sur les 2 premières parties du livre, en fait, tu comprends bien que Jack il en a rien à foutre d'elle, et que c'est clairement son outil, qu'il est là pour parce qu'il a besoin d'elle, mais pas parce que en fait il tient à elle, vraiment parce que Il a besoin, comme on a besoin d'une clamolette, quoi. voilà, c'est ça. Et c'est relou d'aller d'aller chez Castorama en chercher une autre, donc on essaie de prendre soin de celle qu'on a. Et ben Voilà. du coup, c'est exactement pareil, c'est vraiment son outil. C'est ça. Et sauf que là, à partir du moment où il la tient dans ses bras, t'as plus trop l'impression qu'il en a rien à foutre, tu vois. Tu te dis que quand même... Elle est précieuse à ses yeux. Ouais. Mais tu te dis que ça va au-delà du fait qu'il a besoin d'elle. Ouais. Il commence à se passer quelque chose quand même, genre... On sent un peu d'intérêt, puis on se dit là, bon, Luc, on a bien compris que c'était mort. On sait plus où il est. On sait plus où il est, on n'a plus rien à faire. On en a plus entendu parler. Apollon, visiblement, lui aussi est mort. Littéralement. Donc on se dit, il n'y a plus d'obstacle là, c'est bon, ils vont pouvoir se mettre ensemble. Je veux mon baiser entre Jack et Évangeline. Puis c'est vraiment le tournant de l'histoire, quoi, où vraiment, là, tu sens que il en a plus rien à foutre, quoi. Ouais, on Genre, sent il se passe un truc. Puis c'est là où les choses elles commencent à vraiment beaucoup s'accélérer, et où j'ai l'impression que ça set aussi beaucoup de trucs pour la suite. Je me dis, là, on commence à avoir un peu la résolution de quelques énigmes de ce livre, mais on sent on a bien posé les jalons, on a bien exposé tout l'univers, maintenant on avance. Ouais. J'ai l'impression que l'autrice elle est en mode, allez, j'ai plein de trucs à vous raconter, on a plus de temps à perdre, quoi. On va droit au but. Et donc là, on apprend, quand elle se réveille le lendemain matin, qui est donc la fille qui a sauvé Évangeline. C'est en fait
Lala, qui était la mariée maudite, enfin la mariée trahie. La mariée trahie, donc qui une était fatalité. Une fatalité, et qui était cette fille... Enfin, en fait, ça, elle l'a su avant, je crois, dès les notes éternelles, elle a su que en fait, la fille à qui elle parlait, c'était Lala, qui était une des concurrentes. Ouais. Mais elle savait pas que c'était une fatalité. Et non, là on apprend que c'est une fatalité. J'ai donc écrit non. Là c'est une fatalité. Et donc c'est la mariée trahie. Et c'est à ce moment-là que en fait Jack et Evangeline décident, enfin Jack décide d'aller voir une autre fatalité qui est Chaos. Mais avant ça, pour en apprendre plus sur qui a potentiellement empoisonné Apollon, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il va prendre Evangeline avec elle, mais avant ça, il faudrait l'habiller un peu, parce que là, elle a sa robe de mariée complètement déchirée, Et puis en plus, du coup, au début, on se dit, parce que là, tu vas vite, tu l'avais déjà lu, mais sur le moment, on se dit, ah mais du coup, Lala, elle a vraiment essayé de tuer Evangeline, et du coup, pourquoi elle l'a sauvée? Enfin, genre, c'est très bizarre. Et en fait, on apprend que pas du tout, donc la mariée trahie, c'est la carte qui incarne le rejet, la perte et les lendemains qui déchantent. Et son pouvoir, ce sont des larmes qui sont empoisonnées et qui te font pleurer jusqu'à la mort. Et en fait, elle a vendu plusieurs fioles de ces larmes un peu partout il y a fort longtemps. Et donc, on pense qu'il y a quelqu'un qui a acheté une de ces fioles et qui a voulu empoisonner du coup Evangeline et Apollon. Sauf qu'elle peut pas dire qui, parce qu'elle les a vendus depuis plein longtemps et qu'elle le fait plus depuis un moment, puisqu'elle a décidé d'arrêter de faire du mal aux autres, en fait, tout simplement. Voilà, du coup on sait vraiment pas d'où ça sort. Et donc Evangeline, on apprend un peu plus sur déjà son mythe à elle, à la mariée maudite, mariée trahie, qui est en fait, je crois que c'est là, non, qu'elle lui dit son histoire ou... grosso modo, elle lui dit qu'elle a été abandonnée et qu'elle a aucune chance, enfin que... Oui, c'est ça. À chaque fois, elle pense trouver l'amour, mais elle est toujours abandonnée sur l'autel. Ouais. Et du coup, pour elle, pour essayer de canaliser son énergie et faire en sorte de pas toujours essayer partir en quête en fait de l'amour qui va la combler et se retrouver toujours prise dans le même cercle et de laisser du mal finalement derrière elle, et elle décide de coudre des robes pour les autres pour canaliser son énergie. Voilà, canaliser ses frustrations. Et donc, on comprend déjà pourquoi Lala a participé à la Note éternelle, qui en fait cherche encore et toujours son prince charmant. Et donc en fait, après on en sait plus dans le tome 2 des fatalités, mais en fait on apprend que elles ont une malédiction entre autres qui les suivent et qu'elles sont tout le temps attirées par cette malédiction et qu'elles ne peuvent pas faire autrement que d'essayer de l'accomplir. Donc pour Lala, c'est de trouver un prince à chaque fois, enfin un prince, un amour en tout cas, et de se marier avec lui. Sauf que à chaque fois que ça se produit, elle se retrouve abandonnée devant l'autel. Et donc c'est à ce moment-là, donc Lala lui dit uniquement ça, elle lui dit moi je fais des robes pour canaliser mes frustrations, et elle lui dit c'est pareil pour toutes les fatalités, dont Jack. Et c'est pour ça qu'il bouffe des pommes. Voilà. Écoute, c'est une façon ou d'une autre, finalement, de canaliser ses frustrations. Donc ça nous explique aussi que Evangeline est toujours attirée par lui et qu'elle trouve sa bouche pulpeuse absolument irrésistible. C'est juste qu'en fait, comme c'est une fatalité qui cherche à trouver, à embrasser son amour éternel, du coup... Evangeline, comme toutes les filles qui le croisent, a envie de l'embrasser. Ouais, tout le monde a envie c'est d'embrasser pas sa faute à elle, quoi. En fait. C'est le pouvoir de Jack, quoi. Voilà. Et donc Jack, pour éviter d'embrasser et de tuer toutes les filles qui croisent... il bouffe des pommes. Il bouffe des pommes. Écoutez, franchement, c'est une manière comme une autre. Voilà. Si vous aussi, vous avez des choses à canaliser, mangez des pommes. Et donc après, c'est ça toute la question, c'est de savoir à quoi correspond la couleur des pommes. Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que c'est dû à son lieu? Est-ce que c'est l'humeur? Ou son humeur, ouais. Je sais pas. Je ferai plus attention quand je lirai le tome 2. Donc voilà, elle l'habille comme une princesse guerrière. Ouais, avec une robe sublime. Moi, ça m'a évoqué une pirate sur la type de robe. Quoi. Avec un corset, une jupe un peu courte avec des froufrous et des bottes hautes, des cuissardes qui remontent. Qui remontent que c'en est vertigineux. Franchement, ça avait l'air assez stylé comme tenue. Faut avoir l'audace de la porter, ceci dit. Je sais pas si je le ferai moi, mais... après là-bas, vu toutes les tenues qu'ils portaient... non, c'est vrai. Dans le thème, quoi. Clairement. Donc du coup, on apprend... Enfin là, quand même, on va voir Chaos. Qui Evangeline l'apprend par Lala. Est un vampire. Ça donne pas envie. Non. On la met très très en garde. Genre Lala, elle est pas archi fan de lui. Chaos, ouais. De Chaos. Et... rien que le nom... Ouais, voilà. Et Jack, il est un peu...
quand même, il a l'air un peu stressé d'amener Evangeline voir Chaos, quoi. Mm. En plus, en passant comme ça, là, sur le chemin du départ, Evangeline regarde un livre, voit un livre de cuisine, et elle se dit « Ah, tiens, c'est marrant, c'est le même que a acheté Marisol. » Et Jack et Lala, ils ont une tête, ils sont en mode « Pardon ?» Redis, elle a acheté quoi? Elle a acheté ça? Ah, Et du coup, ils lui disent, c'est que ta demi-sœur, elle est pas si inoffensive que ça. Ouais, elle est pas nette, hein. Et encore une fois, Evangeline dit non, mais je pense qu'elle l'a acheté sans faire exprès. Ouais, parce qu'il lui révèle que c'est en fait un livre de sorts qui a été camouflé en livre de cuisine quand les Valor sont tombés et que du coup les sorts étaient un peu moins... Bah en fait, on apprend, mais ça c'est au milieu du livre, que la magie est plus ou moins interdite maintenant. Et du coup, tous les livres qui contiennent des sorts sont camouflés. Donc on peut en trouver, mais c'est un peu compliqué, faut aller dans les bons endroits, les bonnes librairies. Et donc là, à ce moment-là, ils lui disent que globalement, si tu achètes ce livre, on te le recommande pas par hasard. Genre, c'est que tu l'as cherché en fait. Ouais, tu voilà. sais où chercher. Je veux dire, si t'arrives en demandant des recettes du Nord, on va te donner un vrai livre de cuisine, voilà. Pas ça, quoi. On te donne pas ça sans faire exprès, c'est vraiment... Donc quand même, nous, ça nous met vachement la puce à l'oreille, mais pour le moment, Evangeline, elle est encore... non, Marisol, elle est top. Elle est trop sympa. Elle est super, je l'adore. Mais après, là, quand même, à ce moment-là, elle se dit un peu genre... ouais. Va falloir investiguer. Mais elle se... Bon, de toute façon, elle a d'autres problèmes plus urgents, qui est qu'elle va aller voir un vampire, quand même. Ouais, c'est ça. Mais elle est pas non plus hyper... Elle se méfie pas trop, quand même, hein. Non. Enfin, je trouve. Non, mais depuis le début. Donc, ils arrivent dans un cimetière pour aller chercher... c'est rentrer dans l'antre des vampires, qui a l'air vraiment stylée, mais plutôt flippante. Ouais. Mais alors, une description, pour le coup, je disais que tout à l'heure, elles étaient pas toujours très détaillées. Là, elle est bien détaillée. Tu n'as pas... Et puis, quand ils arrivent, déjà, Jack, tu sens qu'il est pas... Ouais, il est pas serein. Ah non, il est pas serein. Alors, il lui dit, bon, on va y aller en journée, parce qu'ils sortent la nuit. Enfin, je sais plus comment il lui dit, tu vois, un truc comme ça. Et puis, il lui dit, du coup, on va faire l'aller-retour, genre, rapido, quoi. L'objectif, c'est vraiment, on rentre, on parle, Non, on se casse. En plus, il passe la nuit parce que, je sais plus, la journée, il se passe un truc avec les vampires. Enfin, bref, c'est assez compliqué. Et du coup, il dit, on va passer la nuit quand ils sont réveillés, mais genre, on fait l'aller-retour. Et puis, avant la matinée, on est sorti, quoi. Ouais. Puis, en même temps, il lui dit, par contre, tu les regardes pas dans les yeux. Parce que, bon, c'est une invitation à te faire bouffer, voilà. ma cocotte. Et puis, sachant que Lala, pour attirer un peu les vampires, lui a mis un très joli décolleté qui découvre son cou, et même plus que ça, du coup... Ouais, vraiment, faut s'imaginer un décolleté... Enfin, moi, je m'imaginais vraiment un décolleté un peu au robe empire, tu sais, comme dans les reconstitutions de Jane Austen, où t'as vraiment tout qui sort, quoi. Oui, et puis en plus, elle dit qu'elle a une espèce de corset avec un décolleté en forme de cœur, du coup, tu sais que ça... Ça descend, bien bas. Ouais. On fait des gestes, vous pouvez pas les voir, mais... croyez-nous sur parole. Elle doit choper froid, on aurait mis une petite écharpe avec. Mais elle a une cape, normalement, qui est accrochée à son corset, justement. Ouais, mais du coup, accroché sur le corset... Bah, en fait, c'est accroché aux bretelles, comme ça, là. Oui, mais ça couvre pas le cou, quand même. Non, bah, c'est le but. En fait, ça couvre ses épaules, ses bras, mais pas son cou. Et du coup, moi, je pense qu'elle doit se peler, hein. Oui. Elle doit avoir froid. Donc, on descend. Donc là, on est vraiment sur ambiance... un peu ambiance SM, hein. On descend, il y a des tables, il y a des cages. Il y a des menottes au mur. Il y a des menottes au mur. Il y a des tables avec des menottes vraiment au milieu de la table. Enfin... Ouais, ambiance chelou, quoi. Ouais, ambiance... Il y a des cages suspendues au plafond, des trucs... Ça fait peur. Pas accueillant, le bordel. Pas du tout. Et ils arrivent enfin devant Chaos. Et là, plot twist. C'est un mec avec un casque en bronze. C'est donc le garde chelou dont on parle depuis tout à l'heure. C'est vraiment... Genre, mais pardon, ah oui, ça explique le fait qu'il soit extrêmement décontracté vis-à-vis de sa fonction de garde, mais comment il fait pour être partout, ce type? C'est juste pas un garde, en fait. Voilà. Et donc, Evangeline se laisse un petit peu charmer quand même par moments par Chaos. Bah surtout qu'elle a l'audace de le regarder dans ses yeux, ce qu'il fallait pas faire. Mais en même temps, Chaos a un masque, un casque qui lui bouche la bouche en fait, et le nez, et en fait on voit que ses yeux bleus dépassés, et en fait elle est envoûtée par son regard. Il faut dire que les vampires, dans la description qu'on en fait, ils ont l'air hyper beaux, et vraiment t'es envoûté, t'es charmé, tu peux
c'est hyper dur de pas, de résister à leur attrait, quoi. Et donc à ce moment-là, Jack essaie de la détourner du regard de Chaos et puis il lui dit arrête. Ouais. Il prend un peu Evangeline et il parle à Chaos un peu en mode arrête d'essayer de voler ma girl. Ouais, c'est ça. My girl. Et Chaos lui dit à Evangeline non mais t'inquiète Frangine, de toute façon le masque il sert pas à rien, je peux pas te mordre, t'inquiète. Mais bon en même temps t'es un peu là en mode ouais. Puis vu la quantité de tables, t'es pas tout seul poteau, donc ouais, c'est ça. toi peut-être tu peux pas mordre, mais les autres. Et justement, donc après ils vont faire un tour et en fait quand ils sont au balcon, Jack prend la main d'Evangeline parce qu'elle est un peu choquée par la scène. Et Chaos il voit ça et il se dit bizarre ça. Ouais. Ça c'est intéressant. Il y a un petit gossip à tirer là-dedans. Ouais c'est ça, il se dit ça c'est... J'aurais pas vu faire ça Jack, tu vois. Enfin... Ouais. Non mais vraiment on a l'impression qu'il sur ça. On a l'impression qu'il change un peu Jack. Petit à petit. Mais du coup la scène qui choque Evangeline, en gros il y a les vampires d'un côté, des humains de l'autre et sur un échiquier géant. Et les vampires se jettent sur les humains pour les mordre et puis ensuite les enfermer dans des cages. Et donc Evangeline elle est hyper choquée et Chaos dit mais non t'inquiète, en fait ils sont consentants, ils veulent être transformés en vampires. Donc là pendant une nuit ils vont être dans les cages et il faut pour qu'ils puissent être transformés en vampires qu'ils puissent mordre un humain. Donc se libérer de la cage. Se libérer de la cage, mordre un humain, sinon ils redeviendront humains à la tombée, au lever du jour. Mais du coup potentiellement ils vont se faire boulotter quoi. Voilà. On comprend que s'ils redeviennent humains, ils vont se faire bouffer par les vampires. Ils sortiront jamais, ils reverront jamais la lumière du jour quoi. Voilà. Un peu glauque, très glauque même. Et donc ça fait aussi un espèce de countdown, de compte à rebours. Mais quelle connasse. Ça fait donc un compte à rebours. Parce que donc on entend en fond ils entendent en fond les humains, les vampires nouveau-nés on dira qui essaient de se libérer pour aller bouffer des humains et c'est quand même eux deux les deux trucs les plus proches qui ressemblent à des humains, donc Jack et Evangeline, donc ils attirent un petit peu tous les vampires alentours et bon on sait que c'est qu'une question de temps avant qu'il y en ait un qui se libère et que ça se passe pas très bien parce que Evangeline ne fera pas le poids malgré sa robe sublime face à un bébé vampire. Et justement c'est aussi à ce moment-là qu'on comprend pourquoi les vampires sont aussi charmants. C'est qu'en fait, ils se rendent compte que, notamment grâce à une fille qui est rousse, qu'elle décrit, qui n'a aucun intérêt dans l'histoire, mais juste pour dire ça, Evangeline voit une fille avec une chevelure rousse et elle dit qu'une fois qu'elle s'est fait mordre, elle a l'impression que ses cheveux sont devenus comme du feu et qu'elle a la peau éclatante, que vraiment elle est devenue magnifique, quoi. Ouais. Et donc en fait on comprend que c'est la transformation en vampire qui leur corrige en fait tous leurs défauts. Oui, que ça les rend vraiment... ça corrige à la fois leur maladie et toutes les imperfections physiques et ça les rend irrésistibles quoi. Ça les rend parfaits. Non, du coup il y a Evangeline qui demande à Chaos un peu ce qu'elle connaît sur l'Arche de Valorie parce qu'il dit qu'il était là depuis hyper longtemps. Qu'il était là au temps des Valors. Et du coup, elle se dit, c'est bon, il va savoir. Et donc, il lui propose de lui révéler ce qu'il sait en échange d'une morsure. Et là, je me dis, putain, non, mais vraiment, tu peux pas faire l'erreur 2 fois, tu vois. On t'a dit stop avec les fatalités. Bon, après, Chaos, là, on sait pas trop si on sait si c'est une fatalité ou pas, je sais plus. Je sais pas, on s'en doute. Moi, je m'en doutais, mais c'est pas trop dit. C'est pas dit explicitement. Parce que, Jack et Lala, ils arrêtent pas de dire qu'il est pas vraiment comme eux, quoi. Oui. Donc, on se dit... j'ai l'impression que c'est un espèce de truc encore plus puissant que les fatalités, quoi. Mais c'est pas hyper explicite ce qu'il est. Mais par contre, vu comment tu me regardes, je pense que c'est plus explicité après. Oui. On en apprend plus sur Chaos dans le tome 2. C'est pour ça que je disais, en fait, tout à l'heure, ça m'a fait tilter, t'as dit, ils vont voir une autre fatalité, ou c'est peut-être moi qui l'ai dit. Oui. Mais en fait, c'est parce que c'est pas vraiment une fatalité, Chaos, mais on le saura plus tard. Et en fait, ils le disent pas dans le livre, ils lui disent pas Chaos est une fatalité, tu vois. Non, en fait, mais... on sait pas trop ce qu'il est. Ouais. Mais on sait qu'il est là depuis longtemps. On sait qu'il est là depuis hyper longtemps. Et qu'il sait beaucoup de choses. C'est ça. Bon, heureusement, quand même, elle a appris quelque chose de cette affaire et elle dit non. Elle préfère ne pas savoir plutôt que... Puis même Jack à côté, il est un peu là en mode ouais, Frangine quand même, s'il te plaît. Genre, contrôle-toi quand même, là, il faut pas déconner. Et il dit que quelqu'un a acheté
les larmes de Lala, mais il sait plus très bien qui, et il dit que c'était une sorcière. Voilà. Mais donc on sait que c'est une femme. Mais Quelqu'un qui a fait un sortilège. voilà, on n'en sait pas trop plus quoi. Donc bon finalement on n'en a pas non plus appris des tonnes. Et ça commence à sentir un peu chaud pour nos camarades parce que ça commence à se libérer un peu derrière. On entend les cages qui tombent et... Ouais, on sent que là vraiment ça va falloir sortir vite quoi, ça chauffe. Donc ils essaient de partir le plus vite possible et sur le chemin du retour, qui croise-t-on? Tiens, tiens, tiens. Mais quel hasard! Le retour de Luc. Le retour de Luc qui s'est fait changer en vampire. Que ça fait 40 chapitres qu'on l'a plus vu. Exactement. Vraiment le titre ne sert à rien jusqu'à la fin. Et donc qui était réellement parti soigner ses blessures et qui est en fait allé voir les vampires pour redevenir parfait aux yeux de Marisol. exactement. Et donc il explique à Evangeline, parce que là Jack il veut se barrer, Evangeline est en mode non mais s'il te plaît je peux quand même lui parler. Enfin c'est quand même mon premier amour. Oui ma chérie tu l'avais bien oublié jusque là. Voilà, donc c'est bon on va pas retomber sur les beaux yeux verts même s'ils ont été changés en quelque chose d'encore plus parfait que dans tes souvenirs, ça Oui, va là. Bizarrement tous les mecs attirants dans ce livre ils ont les yeux bleus ou verts. Hein. Il y en a pas un qui a les yeux marrons. Alors que des yeux noisettes ça peut être trop joli quoi. Mais même Jack je crois que quand elle le décrit il a les yeux bleus aussi. Oui, il a les yeux clairs en tout cas. Ouais. Bah, vraiment Non mais c'est bon quoi. moi je dis qu'il y a un yeux marron shining dans cette affaire. Ouais c'est clair. Et donc là il explique à Evangeline que en fait il voulait pas vraiment devenir vampire, il voulait se faire mordre pour changer son apparence, Pour guérir de ses égratignures, enfin de ses ses cicatrices griffures quoi. de loup, ouais. Et mais qu'après il voulait redevenir humain et qu'il essaie juste de s'échapper pour pas finir en repas pour les autres quoi. Donc elle se laisse quand même un petit peu attendrir. Surtout qu'il lui fait une autre révélation. Que, en fait, une fois qu'il a été mordu par les vampires, il s'est souvenu, enfin il est revenu dans son état normal et il s'est rendu compte que Marisol l'avait ensorcelé. Donc là enfin moi j'étais vraiment en mode ah. Là, si on avait encore des doutes... Vraiment, on en a plus. Et donc, il lui dit que en fait, c'était bien Marisol qui voulait plus de lui après l'attaque du loup parce qu'elle le trouvait plus parfait. Et du coup, qu'il est quand même amoureux d'elle, qu'il veut toujours d'elle, il veut toujours d'Evangeline. Mais voilà, il sort les violons là. Encore une fois, elle est... Et puis, tombe dans le panneau, comme à chaque fois. Clairement. Et donc, du coup, elle demande à Jack de bien... de l'attendre, en fait, parce qu'elle veut l'aider. Et donc, elle sort Luc de sa cage, sauf que lui... Elle lui donne une épée et elle lui dit vas-y, libère-toi, mais moi, je me casse en attendant. J'essaie... Sauf que, évidemment, il est plus rapide qu'elle. Il est plus rapide qu'elle, et du coup, il a faim, quoi. Enfin, genre, le venin de vampire, c'est... Ça te donne envie de mordre un humain. Ouais, c'est difficile à contrôler, quoi. Plus difficile à contrôler que quand t'es un vampire bien établi. Un peu vibe, vous voyez, les vampires dans Twilight. J'étais sûre que t'allais dire ça. Les nouveau-nés dans Twilight. C'est ça, les nouveau-nés dans Twilight, tu peux pas les contrôler, alors qu'après, ils arrivent à se contrôler, blablabla. Là, c'est un peu pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il s'enfuit tant bien que mal en courant. Et sauf qu'en fait, Luc arrive à les rattraper. Et sur le point de croquer Evangeline... quand Jack se jette à sa place. Et se sacrifie pour elle. Voilà. Et donc là, on est en mode waouh, un peu acte romantique quand même. C'est vrai que là, si on avait encore des doutes sur les sentiments de Jack, c'est vrai que là, on se dit... le mec donne sa vie pour elle, quoi. Parce que se faire mordre par un vampire, c'est quand même pas... Parce que, je veux dire, au début, il lui répète qu'elle est pas irremplaçable. Donc bon, au pire, voilà. Et là, vraiment, on a l'impression que, quand même, elle compte vraiment pour lui, quoi. Et puis c'est écrit comme ça dans le livre aussi, quoi. Oui. Et du coup, Luc devient un vampire à part entière, parce qu'il a mordu Jack. Et Jack devient un nouveau-né vampire. Voilà. Sauf qu'après, Luc se barre. On sait pas trop où. On sait pas trop faire quoi. Ouais, vraiment, lui, on en a plus rien à foutre. Voilà, et puis surtout qu'en plus, comme il a mordu une fatalité, on se dit c'est pas un être humain normal, donc potentiellement ça va donner un truc bizarre. Ouais. On sait pas trop. En tout cas, Luc part, et jusqu'à la fin du tome 1, il ne revient pas. Ah, mais il revient après ? Je sais plus. Mais je t'avoue que je sais plus. En fait, c'est un autre personnage dont on va parler après, là, qui a un rôle très très important dans le tome 2, mais Luc, je me souviens plus trop. Je pense qu'on le revoit après, mais c'est pas non plus...
Ouais, mais on a bien compris, de toute façon, il se marierait pas, quoi. Enfin... Oui, voilà, et puis vu qu'on l'a zappé pendant 30 chapitres, je pense que on se doute que c'est pas le personnage le plus important du livre, quoi. Ouais, on s'en fout un peu, mais il nous apporte des informations intéressantes, quand même. Voilà. Lui, il est là, il débarque 5 secondes, il te dit, alors écoute, je te donne toutes les révélations, c'était ça, ça et ça, et puis après il se casse. Alors... Exactement. Happening, ok. Jack, il juge quand même vachement Luke, enfin, il est atroce, il dit des trucs hyper méchants, enfin, il le juge hyper fort. Ceci dit, nous aussi, mais genre il est pas très sympa avec Evangeline, quoi, il dit des trucs un peu méchants. Ouais. Et puis il comprend pas qu'elle soit tombée amoureux d'un mec, enfin depuis le début il est là en mode frère, tu vois bien qu'il aime quelqu'un d'autre. Puis qu'il est nul, quoi, enfin, ouais, il est nul. Ouais, vraiment il est là en mode c'est vraiment de ça que tu tombes amoureuse. C'est vraiment ça que tu préfères. Et on le comprend, on est vraiment en mode mais c'est vraiment ça que tu préfères. Voilà. Et donc bon, on voit que donc Jack il a été transformé en newborn. Voilà. Et mais qu'il essaie vraiment de garder le contrôle pour pas bouffer Evangeline, quoi. Sauf que quand il commence à sortir du coup de la grotte, elle court, elle part, elle lui passe devant, elle commence à sortir et là elle se dit c'est bizarre, je l'entends plus et elle se retourne et bam, nez à nez avec lui. Genre vraiment il la suit comme son ombre. Mais beaucoup plus silencieux, enfin hyper flippant. Du coup il s'enferme dans un caveau. Mais oui, mais juste avant, justement en fait il sent qu'il a très 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 envie de la croquer. Et du coup, elle voit un mausolée, quoi. Et ouais. Elle lui dit, ça a l'air d'être assez protégé, donc il devrait y avoir plusieurs cellules à l'intérieur, enfin plusieurs portes pour séparer des choses. Donc on va essayer de voir si on peut y aller. Et en fait, quand ils arrivent devant le mausolée, elle dit mince, c'est fermé. Et il lui dit, saigne-toi le doigt et demande-lui de t'ouvrir, voir si ça marche. Et c'est là qu'elle commence du coup à comprendre qu'elle peut ouvrir les portes en fait, potentiellement son sang est magique, enfin qu'il se passe quelque chose. Ouais, et du coup elle arrive à ouvrir la porte, à rentrer dans le mausolée avec Jack, elle l'enferme d'un côté, de l'autre, pour qu'ils soient séparés par une porte, ouais, et pour essayer de lui permettre de se contrôler plutôt que juste s'asseoir et de se mater dans le blanc des yeux là. Hyper long. Et il parle et elle lui raconte un peu. D'abord, elle lui pose des questions à Jack et elle lui demande un peu qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Donatella. Voilà. Et là, vraiment, j'étais sur le cul des révélations. Voilà. Là, c'est grosse révélation. Ah ouais, là, c'est vraiment grosse révélation. On sent qu'on approche de la fin du livre, quoi. Ouais. Donc, en gros, Jack a embrassé Donatella. Et donc là, on se dit, mais Donatella n'est pas morte. Comment ça se fait? Et en fait, le cœur de Jack s'est remis à battre. Donc, c'est Donatella, le grand amour de Jack. Voilà. Et donc là, pardon, enfin, moi qui était à fond sur le couple Jack et Evangeline en mode un enemies to lover qui commence à être un peu intéressant et qui peut m'intéresser. Pourquoi? Comment ça? Et oui. J'étais scandalisée. Vraiment, mais je sais pas combien de points d'interrogation j'ai mis. J'étais en mode, mais quoi? Point d'interrogation, mais quoi? Et c'est pas la seule chose, parce que du coup... Jack, on sait pas trop ce qu'il a fait à Donatella, mais en gros il l'a énervé, ils se sont disputés et Jack voulait que Donatella fasse quelque chose pour lui, on ne sait pas quoi, et du coup il l'a menacé en disant écoute, si tu m'obéis pas, je t'embrasse, ce qui veut dire pour lui je te tue, ouais, globalement. Et donc c'est à ce moment là qu'il l'embrasse pour la tuer, sauf qu'elle ne meurt pas. Elle, hyper vénère contre lui, tombe amoureuse d'un autre mec, lui vole sa dague et le poignarde en plein cœur. Donc, ouais, puis en plus, enfin... Dur le grand amour. Ouais, dur le grand amour, et puis en même temps, on comprend. Enfin, elle va pas... Enfin, c'est là qu'on s'est dit que c'est pas parce que c'est une fatalité que tout c'est... Enfin, que l'amour que lui a pour quelqu'un est forcément réciproque. Et elle est là, en fait, toi, t'as voulu m'embrasser pour me tuer, non, enfin, t'es pas mon gars. Mais au final, on se dit que c'est un peu chelou aussi que tout le monde soit attiré par lui parce qu'ils ont envie de l'embrasser, mais que elle, non. Pas spécialement. C'est vrai qu'il y a un truc, j'y avais pas pensé, mais oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et en même temps, ça... Oui, le gars, il est pas non plus aussi puissant que ce qu'on pensait être, enfin, ce qu'on pensait qu'il était. Ouais. Et voilà, et puis, donc, elle lui porte la dague en plein cœur, donc évidemment, il est pas mort, sinon il nous le raconterait pas. Voilà. Mais il a pris un sale coup à l'ego, quand même. Ouais. Parce qu'il se dit, putain, en fait, mon grand amour, c'est une meuf qui m'aime pas. Donc, coup dur pour l'ego, quoi. Voilà.
Et c'est pour ça qu'il est parti dans le Grand Nord, parce qu'il était vexé comme un rat, quoi. Et à un moment, bien fait, hein. Puis je pense que aussi, ils étaient plus... c'était plus possible qu'ils restent à côté avec Donatella, quoi. Bah ouais, là, elle a essayé de te tuer, t'as essayé de la tuer, je pense qu'il faut passer à autre chose, hein. Et du coup, là, ça nous donne aussi la chose des tueuses de fatalité, enfin, l'impératrice et sa petite sœur, qui en fait n'ont pas vraiment tué une fatalité, puisque Jack n'est pas mort. Ouais, mais elles ont essayé. Voilà, mais c'était ça, et puis en fait, je pense que Jack est vu comme une fatalité très puissante, et du coup, le fait qu'il soit parti dans le Grand Nord, ça a chassé le reste des fatalités avec lui, quoi. Et ça assoit quand même vachement le pouvoir des deux sœurs, oui. qui sont en mode, nous, on a débarrassé Valanda des fatalités. Voilà. Et puis Donatella reste la seule personne qui a survécu à un baiser de Jack. Ce qui est quand même... c'est pas rien. C'est clair. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Mais moi, très, très étonnée, un peu saoulée, mais en même temps intriguée par le fait que Evangeline ne soit pas le grand amour de Jack. Moi, ça m'a fait quelque chose. Et chose aussi, c'est que quand Jack se fait mordre et que du coup il redevient parfait, enfin qu'il devient parfait, il retrouve sa couleur de cheveux ah oui, naturel, d'or. Il redevient blond. Ouais. Et du coup, je me demande aussi pourquoi il s'était teint en bleu. Mais... Je sais pas. Est-ce que t'as jamais fait une teinture après une mauvaise rupture? C'est peut-être ça en fait, juste. Je veux dire, lui, il a peut-être suivi mon conseil de tu te teins les cheveux, tu regardes Orgueil et Préjugés. Il avait le blues, alors du coup, il s'est teint les cheveux en bleu. Qui n'a pas fait ça? Et donc après ça, là c'est Jack qui pose des questions à Evangeline. Et Evangeline, elle raconte son histoire avec Luc. Et donc nous expliquant pourquoi... Pourquoi lui, quoi? Pourquoi ce gonze voilà. Qui en fait nous dit que elle le connaît depuis très longtemps et qu'en fait c'était un peu le seul repère qu'elle avait une fois que son père est décédé, parce qu'on comprend vite que en fait sa mère est morte avant. On sait pas trop comment, c'est un peu flou, mais qu'il lui restait que son père qui s'était remarié du coup avec la mère de Marisol, et que quand son père est décédé, son seul point de repère c'était Luc, et que du coup ils ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble et voilà. Ouais. Mais moi j'ai trouvé que c'était quand même un peu triste la manière dont c'était écrit, parce qu'on a l'impression qu'elle est tombée amoureuse de lui juste parce que lui, il l'aimait et qu'il était là. Bah après t'as l'impression que c'est un peu ça toute l'histoire avec Evangeline. Ouais. C'est qu'elle tombe dans les bras de mecs juste parce qu'en fait il s'intéresse à elle. Et pas que elle, c'est d'abord parce qu'elle se dit qu'elle peut avoir une chance qu'il tombe amoureux d'elle plutôt qu'elle, elle tombe amoureuse de lui. Ouais. Et ce qui en dit long quand même sur la valeur qu'elle se porte, quoi. Ouais. Parce que c'est un peu comme si elle était prête à alors pas à se solder au premier venu, parce qu'on voit bien qu'elle l'a pas fait quand il y avait justement la mère de Marisol là, qui avait fait tous ces flyers et tout. Elle aurait pu se marier avec qui elle voulait dans Valanda. Mais on a quand même l'impression que c'est... je sais pas, je trouve que c'est super triste comme histoire de tomber amoureuse juste de quelqu'un qui est là pour elle, mais c'est pas suffisant en fait. Enfin, il y a pas que ça, quoi. Ouais. Elle me dit pas il était beau, il faisait rire. Non, pas du tout. Enfin, c'est vraiment son pansement au moment où son père est mort, quoi. Ouais. Et je trouvais ça trop triste. Et après, on s'étonne, enfin, ça peut pas durer, évidemment. Mais après, elle le dit à un moment, parce que, je sais plus, je crois que c'est Jack lui dit que Luc, il a l'air chiant à mourir, et que en fait, elle dit que, globalement, non, il dit, je crois que c'est avec... je sais plus si c'est Luc ou si c'est Apollon, mais qu'en gros, il dit, tu te serais fait chier avec lui, enfin, vraiment, le mec est plat, quoi. Et qu'elle dit, bah, franchement, moi, ça me dérange pas, une histoire d'amour... tranquille où juste je suis aimée et enfin je sais plus comment elle le dit, mais tu vois, un truc comme ça, quoi. Mais en fait sur la formulation de cette phrase là j'étais un peu plutôt d'accord, tu vois, on n'est pas obligé d'avoir une espèce de passion dévorante, de s'entre-déchirer et tout. J'ai envie de dire, moi aussi je suis contente d'une histoire d'amour dans laquelle c'est pas ça se passe bien, ça se passe bien, une histoire d'amour tranquille sur laquelle on n'écrira jamais un livre, mais ça apporte du bonheur au quotidien. Mais je trouve que c'est trop triste d'aimer quelqu'un juste parce qu'il t'aime. Bah en fait, justement, la manière dont tu lui dis tu vas te faire chier avec lui, c'est qu'en fait, ça sous-entend genre, en fait, tu te mets avec quelqu'un parce que ça t'assure un confort, mais toi, tu l'aimes pas vraiment. Ouais, et c'est hyper dommage, quoi. Enfin, en tout cas, on est contente qu'elle ait pas terminé avec lui, parce que franchement... Avec Luc? Oui, avec Luc. Parce que ça a l'air d'être un petit peu un con, quoi, aussi. Hein. Oui, aussi, oui. Et du coup, en fait, avec cette affaire, moi, je me suis un peu posé la question, quand même, de savoir si c'était pas Luc qui avait balancé tous ces trucs sur Marisol et tout, pour dire à Evangeline ce qu'elle avait envie d'entendre pour sortir de la cage, tu vois.
Il y a un peu de ça aussi. Je me suis un peu posé la question en mode est-ce que c'est vrai? En fait, est-ce qu'on essaie de me faire croire que Marisol elle est méchante pour me faire un plot twist où en fait elle est gentille? Ou est-ce qu'il me dit la vérité et vraiment, vraiment elle est pas sympa? Ouais, je vois. Enfin, en fait, j'étais un peu dans le flou à ce moment-là. Bah, en fait, c'est vrai que sur ce qu'il dit sur Marisol, tu sais pas trop, mais après, quand il lui dit qu'en gros, c'est Évangeline, son seul et unique amour, qu'il la quitte trop, bon là, tu te dis, il est clairement en train de lui sortir les violons pour. Enfin, de l'amadouer pour. Ouais, il veut clairement sortir de la cage là. Et du coup, ça laisse encore, je trouve, un peu planer le doute. On attend avec impatience la confrontation, la bagarre entre Marisol et Évangeline. Il faut de la castagne là, voilà. On veut savoir. Et du coup, après que Évangeline ait raconté tout ça à Jack, ils se retrouvent, enfin ils sont toujours tous les deux dans la crypte là. Dans la crypte. Et je sais plus ce qui se passe. Ah oui, elle dit que elle aurait bien aimé être à la place de Donatella pour lui planter sa dague dans le cœur. Ouais, parce qu'il dit des horreurs sur Luc et que ça la vexe comme un rat. Enfin, elle est trop vexée, elle. Voilà. Et du coup, Jack lui tend sa dague et lui dit vas-y, chiche. Vas-y, petit renard, let's go. Essaye pour voir, tu vois. Et il pète le verrou, quoi. Enfin, vraiment. Qui avait l'air d'être un truc en vieux plastoc, quoi. Genre. Vraiment. Pour lui, c'est rien du tout, quoi. En fait, il aurait pu le péter 10 minutes plus tôt, mais il se retient, quoi, grosso modo. Ouais. Il y a un semblant de. Là, il n'y a plus de semblant. Vraiment, il commence à se bagarrer. Et. Finalement, Évangeline l'attrape et le prend dans ses bras. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est Jack qui l'attrape. En fait, il se bagarre pas tant, il ouvre le verrou, la dague est au sol, et en fait, il se rapproche d'elle et il commence à l'attraper par la taille, par le cou, il commence à la caresser, machin et tout. Et en fait. Ouais, mais il veut la bouffer là. Oui, il veut la bouffer, c'est ça. En fait, il commence à lui toucher le cou parce qu'il a très envie de la mordre. Enfin, mais tu sens qu'il se retient en même temps parce que. Voilà. Et du coup, il lui dit vas-y, ramasse la dague et défends-toi, quoi. Enfin, me laisse pas faire, tu vois. Et elle y arrive pas. Non, elle y arrive pas. Et du coup, il reste enlacé comme ça jusqu'à ce qu'elle sente que d'un coup sa main redevient froide et qu'en fait elle se rende compte que le soleil s'est levé. Ouais, et qu'il est redevenu normal. Voilà. Mais donc ils sont restés comme ça pendant je sais pas combien de temps, quoi. Et là, il est absolument épuisé. Il veut s'endormir partout. Du coup, elle le traîne dehors, elle essaie de le pousser dehors. Et là, il tombe sur des affiches avec le visage d'Évangeline où on dit qu'elle est recherchée pour le meurtre d'Apollon. Parce qu'avant, elle était recherchée, mais uniquement parce qu'elle avait disparu. Ouais, et là, vraiment, c'est pour le meurtre. Enfin, grosso modo, elle met un pied au château, c'est sûr, elle termine en prison. Voilà, quoi. C'est une bonne fugitive, quoi. Donc là, ça commence un petit peu à sentir le roussi. Et donc, elle le traîne un peu partout en ville, mais elle sait pas trop où l'amener. Et elle est attirée par une espèce de clocher avec une cloche qui sonne, mais pas au bon moment. Enfin, c'est pas censé être le moment où elle sonne, mais elle sonne quand même. Donc ça l'attire et on en a parlé déjà des cloches au tout début. Et donc elle arrive devant une porte, elle l'ouvre avec son sang. Et je sais pas, elle est un peu bizarre cette antre, quoi. Ouais. Déjà, Jack, il arrive, il s'étale sur le canapé et puis il tape sa meilleure sieste. Et elle regarde un peu ce qu'il y a dans cette maison et puis elle trouve une bibliothèque avec des livres rangés un peu n'importe comment. Enfin, ça a l'air d'être un peu le bordel dans ce truc. Il y a l'air d'avoir des papiers partout. Voilà. Et puis elle se dit, j'espère que le proprio va pas arriver trop vite parce que, on est un peu clandestin. Et en haut de l'étagère, elle trouve des livres, elle trouve 7 ou 8 exemplaires de... La balade de l'archer et du renard. Voilà. Et sauf que dans aucun d'eux, il y a la fin de l'histoire. Genre, soit le livre est tout blanc, soit les mots ils changent, soit... Les pages sont arrachées, puis en fait elle l'ouvre et c'est une autre histoire. Ouais. Donc vraiment, il y a impossible de savoir ce que raconte cette histoire, quoi. Voilà. Donc elle est un peu dégoûtée. Mais elle continue à faire le tour de l'antre et elle tombe sur des fioles de la fantastique eau aromatique Fortuna. Et elle dit, ça a l'air dégueulasse, mais j'ai très envie d'y en goûter. Puis d'un coup, ça fait longtemps que j'ai pas bu en fait et j'ai quand même très 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 soif, quoi. Et du coup, elle en boit une en entier. Ouais. Puis une deuxième. En entier. Puis une troisième en entier. Et là, elle se dit, en fait, c'est peut-être ça la magie des bouteilles, c'est que quand tu les vois, t'as hyper envie de les boire. Et elle se dit même en buvant que c'est pas forcément archi bon, quoi. Non. Mais juste... tu peux pas t'empêcher, quoi. Tu peux pas t'empêcher de les boire. Elle se rend compte également, parce que Jack, avant de sombrer dans son sommeil, il lui explique un peu quand même pourquoi elle est là.
c'est qu'en fait il a tout manigancé pour qu'elle soit là. Genre en gros, elle a trouvé la porte, mais a priori ça l'a un peu... Enfin, elle a été un peu attirée, enfin elle s'est laissée trouver quoi la porte. Soit disant que la porte est perdue et elle tombe dessus un peu comme ça, enfin tu te dis bon... Ouais, voilà, c'est que clairement il était ok pour qu'elle arrive. Puis pourquoi... Enfin là ça répond à ma question, pourquoi une meuf de... Pourquoi on envoie François Civil en mission diplomatique? Parce qu'en fait, c'est Jack qui a demandé à Poison, qui est le conseiller de Donatella et de Scarlett, de mettre un petit mot pour Évangeline en disant elle, ça pourrait être bien de l'envoyer au Nocte Éternel, au top. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il y a rien qui est fait par Évangeline, mais que tout est manigancé par Jack, en fait. Ouais, toutes les actions. Du début à la fin, quoi. Du début à la fin. Et donc, vraiment, ça répond quand même à pas mal de questions, quoi. Genre les petites incohérences du récit où on était en mode... oui, bon, ça c'est parce que c'est le personnage principal et qu'il faut bien faire avancer l'histoire, mais... en fait, non, pas... Tout a été manigancé, tout a été pensé, et du coup... c'est là qu'elle comprend, en fait, qu'elle est vraiment l'outil et que... qu'elle va servir à potentiellement ouvrir... Ouais, qu'il veut vraiment l'ouvrir, l'Arche de Valor, en fait. L'Arche des Valories, et que... elle sait pas encore trop pourquoi, mais... elle sent qu'il a besoin d'elle pour ça, quoi. Ouais, elle sent que c'est vraiment son projet à lui. Et là, on se pose un peu la question, on se dit en fait, finalement, visiblement, c'est ça qu'il veut faire. Est-ce qu'il a été aussi protecteur ces derniers temps avec elle parce qu'il commence à avoir des petits sentiments, ou est-ce que c'est vraiment parce que il protège juste la seule clé, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai très envie de savoir la suite. Du coup, elle voit également sur le bureau que c'est que là, actuellement, l'endroit où ils sont, c'est le bureau de Jack. C'est chez Jack. Et donc, c'est pas pour rien que la cloche les a attirés. C'est parce qu'en fait, elle le faisait rentrer chez lui, quoi. Là, elle se sent vraiment, elle se sent archi trahie. Et elle décide de laisser un petit mot sur le comptoir en disant je pars au château. Je sais, parce qu'entre-temps, elle a lu une page de journal où elle voyait que Tibère allait épouser Marisol. Ouais, ah oui, c'est ça. Sur la page de journal, il y a une interview où Tibère dit en gros, je suis tombé fou amoureux d'elle, c'est le coup de foudre et tout. Et là, Évangeline, elle se dit, ok, bon, c'est la 3e fois quand même, ça commence à faire. Ça fait beaucoup. Donc, bon, je commence à me douter qu'il y a un truc bizarre, et du coup, dans le mot qu'elle laisse à Jack, elle lui dit, je pense que j'ai trouvé qui est l'auteur de ces crimes. Donc je vais au château là, à Wolfhall, et je vais résoudre cette affaire. Exactement. Et donc elle a trouvé également dans les livres la potion pour désensorceler Tibère, qui est une potion de sérum de vérité. Voilà. Et donc elle la prépare, et pour qu'elle soit bue, elle dit je vais la mettre dans la bouteille de la... Maison Fortuna. Ouais, pour être sûr qu'il la voit et qu'il la boit, quoi. Du coup, elle sneak in dans le château par un passage secret qu'elle avait déjà découvert, et elle rentre dans la chambre de Tibère. Elle se dit, où est-ce que je le pose? Bon, sur Apollon, j'aurais mis sur la déserte, à côté du lit, parce que je sais que, voilà. Là, non, il y a une table basse avec plein de bouteilles d'alcool, je vais clairement la poser là, c'est sûr qu'il va regarder et qu'il va aller la boire. Sauf que, en sortant de la chambre, sur qui elle tombe? Marisol. Dans une robe absolument somptueuse. Qui a, encore une fois, piqué sa chambre. Ben ouais, c'est la 2e fois. Ouais, c'est la 2e fois, franchement, c'est louche, quoi. Donc elle vit dans la chambre où il y avait... elle a clairement piqué sa life, quoi. Elle est fiancée au futur prince, au futur roi du Grand Nord Magnifique. Enfin, elle est dans la chambre de la meuf, vraiment, elle a volé la vie de Évangeline, quoi. En fait, Évangeline, à ce moment-là, elle se méfie un peu. Mais elle entend les gardes arriver, et Marisol lui dit viens, on va se cacher dans ma chambre, faut pas qu'ils te voient, sinon ils vont t'enfermer, quoi. Du coup, elle y va avec elle, et c'est là que Marisol, elle lui dit non, mais j'ai pris ta chambre parce qu'en fait c'est celle à côté de Tibère, mais voilà, tu m'as beaucoup manqué quand même. ouais, t'inquiète, je dirais rien aux gardes. En plus, voilà, il voulait juste pas être loin de moi. Il m'aime tellement, tu sais. Ouais, voilà. Enfin voilà, elle la confronte un peu. Évangeline confronte Marisol, et elle explique donc qu'elle admet avoir ensorcelé Luc parce qu'elle était jalouse de Évangeline, mais que elle regrettait au taquet ce qu'elle avait fait, et que pour elle c'est vraiment pour ça que son mariage avec Luc il est maudit. C'est parce que c'était pas un amour sincère, et donc les mariages qui sont pas d'amour sincère sont voués à échouer. Et là j'ai écrit grosse mytho
Va. Parce que du coup, juste après, Évangeline, elle avoue à Marisol qu'en fait, non, La transformation en pierre, c'était son vœu à elle, qu'elle a pas fait exprès, mais que en fait, c'est elle qui a souhaité d'arrêter le mariage. Parce qu'elle aussi était un peu jalouse de Marisol. Et donc là, Marisol, elle snap, et elle appelle les gardes en mode... Elle pète un plomb. C'est elle. Elle a avoué avoir tué le prince Apollon. C'est la vilaine. Elle est méchante. Surtout que Évangeline se dit, vas-y, je l'ai pardonné pour ce qu'elle a fait, qui est quand même pire. Bah ouais. Et en fait, Marisol, dès qu'elle apprend, elle prend la mouche, quoi. Mais grave, enfin... Et t'es là en mode, frère, t'es pas en position de faire la gueule, là. Non, clairement pas. Quoi? Tu as essayé de piquer mon mec après que je t'ai piqué ton mec, mais ça va pas du tout. Non, mais vraiment. Enfin bref, elle se fait arrêter et là, Tibère décide de l'amener dans sa chambre à lui plutôt que de l'amener dans le cachot. Dans le cachot. Et nouveau plot twist. Donc Tibère attrape la bouteille en disant que c'est absolument dégueulasse et que quand il serait couronné, ce serait vraiment le premier truc qu'il fait, c'est interdire les os de Fortuna. Voilà. Mais quand même, il en boit... une gorgée. Puis une autre. Voilà. On dirait un mec en boîte, tu sais, genre, je prends juste un verre. Ouais, c'est ça. Tu sors tes torchés. Puis il en boit un, il se dit ah non, c'est dégueulasse, mais il en reprend un autre. Voilà, c'est exactement ça. Bref, il finit par boire toute la bouteille. Mm-hmm. Et donc, il avoue que... qu'il sait qu'Évangeline, elle est innocente. Parce que c'est lui qui a assassiné son propre frère. Et oui. Et que, en gros, il a tué son frère... Enfin, il a pas fait exprès. Il voulait tuer Évangeline. En utilisant les larmes de Lala. Et pas Apollon. Sauf que en fait, lui pensait que les larmes n'agissaient que sur les femmes. Oui, et en fait, non. Donc il a eu Apollon. Dommage. En fait, il est super triste. Et on se dit, mais pourquoi il voulait tuer Évangeline? Et donc, il montre un tatouage qu'il a sur son corps, qui représente le logo qu'avait également la Dame Fortuna sur son collier, qui est aussi le logo de la porte de la bibliothèque, je crois, qui garde les secrets des Valors. Peut-être. Je crois. Parce que, c'est possible. Et du coup, sur il explique que c'est le logo des gens qui protègent les portes, en fait, les portails, et qui essaient à tout prix d'empêcher que l'arche de Valoris soit ouverte, et que c'est pour ça qu'il voulait tuer Évangeline. Voilà, le protectorat. Et donc, il a l'air vraiment très triste d'avoir tué son frère, mais il veut vraiment surtout pas que la porte soit ouverte. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il tue Évangeline, en fait. Et du coup, il lui révèle la fameuse prophétie. En entier, qui est cette arche ne peut être ouverte qu'avec une clé qui n'a pas encore été forgée. Conçue au nord, née au sud, tu la reconnaîtras car elle sera couronnée d'or rose. Elle sera à la fois paysanne et princesse, fugitive accusée à tort et seul son sang répandu volontairement ouvrira l'arche. Et donc là, Évangeline, elle se dit, c'est bon, je promets juste de jamais vouloir... ouvrir l'arche. Si moi je veux pas, ça marche pas. Voilà. Sauf que, on se doute que Jack, il a un moyen de pression, donc forcément, ça va... Ça va partir en cacahuète. Évidemment, il va bien trouver le moyen de lui faire ouvrir l'arche volontairement. Et donc Tibère, il révèle tout ça parce que le sérum de vérité l'oblige à le faire. Mais on n'a pas l'impression que ça dissipe particulièrement son amour pour Marisol, quoi. Oui, en fait, on n'entend pas trop parler à ce moment-là, on sait pas trop, juste tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il dit la vérité, quoi. Voilà. Et donc là, elle se dit, trop bonne chose. Du coup, et il peut pas dire de mensonge. Il dit la vérité, et les mots des mensonges ne peuvent pas sortir de sa bouche. Du coup, elle dit, appelez les gardes et dites-leur pourquoi vous me condamnez. En fait, elle lui dit pas ça. Elle lui dit, ok, tu veux me tuer, mais si c'est toi qui me tues, Apollon, il voudrait pas ça. Ouais. Il t'en voudrait de fou. Donc, demande plutôt à un de tes gardes de me tuer. Et du coup, elle lui dit, appelle tes gardes, et donc les gardes rentrent. Et là, elle lui sort les vers du nez, entre guillemets. Et donc, il bégaye. Et au bout d'un moment, il dit... elle lui dit, dis-leur pourquoi tu peux pas dire que c'est moi qui ai tué Apollon. Et là, il dit, parce que c'est moi qui l'ai tué. Voilà. Du coup, Tibère se fait enfermer au cachot. Ouais. Et Évangeline reprend ses droits. Et donc, en partant, Tibère croise Marisol et dit celle-là, là, je veux plus la voir. Genre, mon dernier souhait, c'est que je n'ai plus à voir sa gueule. Vraiment, je ne veux plus poser mes yeux sur son visage. Donc Marisol, elle se fait chasser du château. Voilà. Et Tibère est en prison. Et donc Évangeline
reprend sa place en tant que queen Voilà. de Wolf Hall. Et là, pour une fois, elle a une révélation sensée et elle dit putain, j'aimerais bien que Jack y soit là parce que j'ai réussi à montrer à tout le monde que j'avais tué personne. J'ai réussi à découvrir le vrai tueur et en plus, je me suis refaite reine toute seule. Voilà. Donc, pardon, mais moi, j'ai pas perdu ma journée à dormir sur un canapé. Hein. Voilà. Du coup, elle entend la voix de Jack qui lui dit... En fait, elle l'attend toute la journée Mm. et au bout d'un moment, elle s'inquiète parce qu'elle le voit pas arriver. Et il y a un garde qui arrive et qui lui dit il y a un monsieur qui vous attend là. Donc là, et elle entend la voix de Jack dans sa tête qui Voilà. lui dit alors petit renard, viens me voir et tout. Où es-tu Où es-tu voilà. Et donc elle dit bon ben j'arrive et elle suit le garde qui était un de ses gardes à elle que Apollon avait mis à sa protection. C'est Havelock, c'est le garde d'Apollon, enfin le plus proche garde d'Apollon à la base. Qui l'aimait bien en plus et celui qui avait semblé le plus déçu par la trahison de Évangeline parce que Il pensait qu'elle était innocente, quoi. Enfin, ouais, voilà. Il aurait espéré qu'elle soit innocente. Oui, il se disait c'est pas possible que quelqu'un pleure autant sur un meurtre qu'elle-même a fomenté quoi. Et donc, sauf qu'il l'amène dans un endroit, il s'éloigne de plus en plus de l'endroit où elle est censée aller. Ouais, il y a de la brume et tout, et elle reconnaît que c'est pas le bon chemin. Et je t'en mode vraiment, a-t-il décidé de la tuer? Que va-t-il se passer? Et donc à ce moment-là, elle se retrouve avec lui et une autre femme qui arrive, qu'au début elle prend pour une servante, parce que la vie en servante. Voilà. Puis en faisant un peu plus gaffe, elle a quand même une énorme tache de vin sur le visage qui fait que... Tache de vin, tache de naissance, hein. C'est pas une meuf qui sait pas boire. Mais donc, elle a une énorme tache de vin sur le visage, elle se dit, bah, quand même, j'aurais fait gaffe, quoi. Ouais. Et puis en faisant un peu plus gaffe, elle dit, mais en fait, ils sont pas du tout ajustés, les vêtements, elle les a clairement piqués à quelqu'un d'autre, enfin... Donc Évangeline, elle se met un peu à flipper, quand même. Elle appelle Jack, mais les deux personnes lui révèlent que elles sont... Dernière grosse révélation. Enfin... Ouais. Enfin, que vraiment, elles sont pas là pour la tuer, mais pour lui demander un service. Et oui. Et donc, elle l'amène voir Apollon. le corps de Apollon, Qui en fait est vivant. n'est pas mort, mais plongé dans une espèce de transe où il peut pas en sortir. En gros, il respire très doucement, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est mort, mais il est pas mort du tout, quoi. Et en fait, il disait donc que cette femme s'appelle Phaedra. Et que c'est une personne qui va voir les morts, enfin les cadavres, pour en découvrir leurs plus profonds secrets. Parce qu'une fois qu'ils sont morts, en fait, ils révèlent leurs secrets, enfin elle arrive à les capter. Et en fait, elle disait que quand elle est allée voir Apollon, elle n'a trouvé aucun secret, hormis des trucs un peu nuls, quoi. Non, elle dit, elle a trouvé vraiment aucun secret. Elle dit que tout le monde en a, même des trucs nuls. Même une passion inavouée pour, je sais pas moi, une peur des chaussettes rouges ou une passion pour... la crème de marron, tout le monde a un petit secret. Ou des gros ou des petits, mais que là, il y avait vraiment rien. J'ai lu trop vite. Mais oui, Apollon n'a aucun secret, du coup. Et que là, ça lui dit, bah, ça veut forcément dire qu'il est pas mort. Voilà. Parce que pas de secret, impossible. Même des petits, il y a forcément un truc, quoi. Voilà. Et donc, ils veulent demander à Évangeline de réveiller le prince. Apollon. Sachant que Phaedra, du coup... Phaedra lui explique que c'était... Enfin, pour elle, la transe, c'est un état dans lequel Lady Valor... Honora Valor, ouais. Mettait les gens pour les soigner, enfin, en attendant de trouver une solution pour les soigner. Ouais. Et du coup, elle pense que vraiment... soit Évangeline peut le sauver là, sinon elle doit connaître le secret pour réveiller Apollon, quoi. Et donc, Évangeline essaie d'embrasser Apollon en mode Blanche-Neige. Mais comme on n'est pas dans Blanche-Neige, ça ne marche pas. Et là, elle prend la première décision du roman qui ne soit pas dictée par Jack. Voilà, qui soit vraiment une décision à elle. Elle dit, je vais aller à la bibliothèque et je vais ouvrir la putain de porte. Enfin, en fait, elle dit ok, c'est bon, j'ai eu ma révélation, on est, je sais pas, genre 5 pages avant la fin. Et elle dit, ok, en fait, j'ai compris. Jack, il savait qu'au bout d'un moment, j'allais apprendre plus sur l'arche et que j'allais pas vouloir l'ouvrir. Et du coup, son seul ticket de sortie, c'est de tuer Apollon. Enfin, entre guillemets, de mettre Apollon dans un état de suspension pour que je veuille ouvrir l'arche pour libérer Apollon. Et donc là, elle s'est dit, quel connard, je me suis bien fait avoir. Exactement. Et donc là, elle va essayer d'ouvrir la porte. Et c'est sur ça que se termine le roman. Voilà, qu'une porte fermée depuis des siècles se mit à trembler. Et que l'emblème en forme de tête de loup sculptée retroussa ses babines en souriant. Ouais, ça m'a fait un peu flipper. Voilà.
Et donc on a compris que l'arche des Valors, c'était... Enfin, l'arche de Valory, c'est cette arche qu'elle avait vue, dans laquelle sont enfermés tous les livres apparemment, qui a des têtes de loup du coup à son entrée. Voilà, et c'est la fin du... C'est la fin du premier tome. Ok, qu'as-tu pensé de cette relecture, Siloé? Après, c'est déjà ce que j'ai dit au début, c'est que j'aime bien le fait qu'elle ait mis plein d'indices sur tout ce qui va se passer et que en fait, tu sais que ça a été écrit hyper intelligemment, quoi. Genre que, en fait, t'as des séries notamment, tu sais, où t'écris le pilote et puis la première saison, et puis après, tu sais pas trop où ça va parce qu'en fait, vu que ça a du succès, ils continuent à faire l'histoire au fur et à mesure. Là, tu sens vraiment qu'elle a tout écrit à l'avance, quoi. Oui, c'est ça. Qu'elle savait déjà où nous emmener. Mais moi j'ai beaucoup aimé aussi le fait que tous les petits trucs tout pourris, comme j'ai dit, tous les petits trucs où tu te dis ah bon c'est un roman de fantasy, c'est le personnage principal, bon c'est un peu incohérent mais j'accepte, en fait tout a une explication quoi, et ça rend le truc hyper prenant. Et du coup j'ai très envie de lire la suite. Parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus complexe et plus intéressant que ce que j'avais imaginé de prime abord. Donc je suis très contente que tu me l'aies fait lire. Voilà. Parce que je sais pas si je l'aurais... j'aurais fini par le lire quand même. Ça fait quand même un peu de lobbying, donc j'aurais fini par le lire. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir lu et je trouve que c'était beaucoup plus intéressant et j'ai très envie de voir comment ça évolue. J'ai quand même très envie de savoir si Jack et Evangeline vont finir... ensemble ou pas, parce que si jamais ils finissent ensemble, je pense que moi qui n'aime pas trop les enemies to lovers, il y a moyen que ça puisse être vraiment intéressant et hyper bien amené. S'ils finissent pas ensemble, j'ai envie de voir comment ça se finit. Ouais, comment ça se finit, avec qui elle termine, si elle finit avec Apollon, mais il doit se... Enfin, je pense qu'il va vraiment faire la gueule quand il va être réveillé, donc ça se passe pas très bien quand même cette affaire. Donc voilà, et puis savoir ce qu'il y avait enfin derrière cette arche de Valory, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un roman young adulte et du coup, c'est écrit... Enfin, c'est une histoire assez légère quand même. Et ça se lit hyper vite, mais ça tient quand même en haleine et t'as envie de savoir la suite. Genre, moi, je les avais dévorés, les 3 tomes, je les ai lus super vite parce que je voulais trop savoir, quoi. Je comprends, franchement. Moi, j'ai très très envie de savoir la suite. Et en même temps, je trouve que c'est pas mal écrit. Il y a des... Comme je disais, il y a des trucs... des trucs d'écriture que je trouve hyper intéressants. C'est les descriptions des robes, les descriptions, on a l'impression que quand même il y a l'ambiance elle change du tout au tout entre Valanda et le Grand Nord Magnifique, et ça se sent dans le style, c'est pas que juste les mots quoi, c'est aussi les descriptions sont plus les mêmes, c'est plus tourné exactement de la même manière, on sent que c'est vraiment travaillé, et ça j'ai trouvé que c'était super, parce que pour un roman young adulte parfois parfois c'est quand même pas toujours au top de l'écriture, et en tout cas là on voit qu'il y a un vrai effort qui a été fait, mais même sur les dialogues quoi, c'est plutôt naturel, et on n'a pas que de il dit, elle dit, il dit, elle répondit, il dit. C'est beaucoup plus... c'est dynamique quoi. Ouais, beaucoup plus dynamique, franchement j'ai beaucoup aimé, donc même si on vous a beaucoup spoilé, on vous le conseille quand même. Pour tous ces millions de petits détails, et puis surtout pour connaître la suite, parce qu'on ne la fera pas dans les podcasts évidemment. Puis il se passe plein de choses. Ouais, en tout cas ça m'a donné vraiment très très envie. Je sais même pas si... En fait, il y a un lieu dans le tome 2 que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je pense que c'est mon lieu préféré de toutes les histoires, et je sais plus si c'est le tome 2 ou 3, je crois que c'est dans le tome 2 qu'on le découvre. Puis en plus, le tome 2 il est vraiment... Enfin, les plots, genre je te dis sans spoiler, la fin du tome 2, vraiment, t'as envie de péter ton crâne, quoi. Vraiment, c'est abusé. Ouais, t'es vraiment là en mode non. Ouais, bon, grosso modo, t'enchaînes le 2 et le 3, quoi. Ouais. Tu veux pas en perdre une miette. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait super plaisir de partager ça avec toi. Et merci. La prochaine fois, ce sera peut-être moi qui s'imposerai un roman. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et j'espère à bientôt si ça vous a intéressé et si j'ai réussi à monter cet épisode. Merci beaucoup.